Ce programme vous est offert par Illico Cash. Négociation entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. La délégation de Kinshasa est déjà sur place à Luanda en Angola. Mais l'FC M23 a annoncé hier soir son retrait de ce pourparlers suite aux sanctions imposées à ses dirigeants par l'Union européenne. Et sur le plan national, l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre les chefs rebelles est saluée. Elle constitue une étape importante dans la lutte contre le pillage de minerais de sang, dixit le gouvernement congolais. Et en marge de la journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales a invité à la solidarité nationale et surtout à ne pas rester indifférent face à la situation de déplacés dans l'Est. En pleine semaine de la francophonie, le Niger a annoncé son retrait officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités du pays font de la souveraineté nationale une de ses priorités depuis leur accession au pouvoir en juillet 2023. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. La délégation de la République démocratique du Congo est arrivée à Luanda hier lundi dans la soirée pour participer aux négociations directes avec le M23 selon la présidence angolaise sur son compte Facebook officiel. Cependant, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé dans la soirée du même lundi son retrait de pourparlers de Luanda prévu sous l'égide de l'Angola. Dans un communiqué, le mouvement rebelle dénonce les sanctions européennes imposées à ses dirigeants, estimant qu'elles compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Le gouvernement congolais a salué de son côté à travers un communiqué les nouvelles sanctions de l'Union européenne à l'encontre de quelques gradés des forces rwandaises de défense, des entités économiques et de cadres du groupe rebelle du M23 AFC. Kinshasa plaide également pour d'autres plus robustes. Dans un communiqué paru ce mardi, l'exécutif national note que la dernière vague de sanctions de l'Union européenne ainsi que celle récemment annoncée par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada contre le Rwanda renforcent la conviction de la communauté internationale quant à la responsabilité directe du gouvernement rwandais dans la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le gouvernement accuse par ailleurs les troupes rwandaises d'avoir délibérément violé l'intégrité territoriale de la RDC et sa souveraineté. Elles sont responsables de la mort de plus de 8500 civils et d'autres crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, notamment des attaques sur les hôpitaux, les kidnappings des enfants, l'exécution sommaire et les violences sexuelles. Le gouvernement salue les sanctions imposées à l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz à la raffinerie d'or de Kassabo. Ces sanctions constituent la première étape dans la lutte contre le pillage de richesses minières de la RDC par le Rwanda, peut-on lire dans ce communiqué. Le gouvernement de la RDC continuera à travailler avec la communauté internationale pour qu'elle mette en place un embargo sur le minerai extrait illégalement en RDC et exposé par le Rwanda, qu'elle suspende la contribution du Rwanda aux forces de maintien de la paix des Nations Unies et qu'elle impose une plus grande transparence sur le transfert d'armes vers le Rwanda en vue d'obtenir le retrait immédiat et sans condition de ce troupe du territoire congolais. Hier lundi 17 mars, l'Union européenne a annoncé l'imposition de sanctions contre plusieurs chefs militaires rwandais et des dirigeants de groupes rebelles M23 qui opèrent dans l'est de la RDC avec le soutien de l'armée rwandaise. Ces sanctions visent des officiers de l'armée rwandaise, notamment Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales rwandaises déployées en RDC, et Jean Kubito et Pascal Moïsi. Elle cible également Francis Kamazi, directeur général de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz, pour son rôle dans le trafic illicite de minerais congolais. Dans le même registre, Kassabo Gold, raffinerie, une entreprise spécialisée dans la raffinerie d'or, a été sanctionnée car soupçonnée de raffiner et d'exporter l'or extrait de zones contrôlées par les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Du côté de la rébellion du M23, les sanctions européennes ont ciblé Bertrand Massimbois, chef de l'aile politique du groupe armé, qui était déjà sous sanction des Nations Unies, et Jean-Baptiste Moussonga, gouverneur du Nord Kivu, nommé après la chute du Goma par le rebelle, ainsi que Désiré Roukomira, responsable du recrutement et de la propagande du M23, et Jean Bosco Nzamobimba, chef adjoint des finances du groupe, sont également concernés par ces nouvelles mesures de l'Union européenne.
Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba, et les présidents de l'église du Christ au Congo, le pasteur André Bokundoa, ont rencontré à Kinshasa Ronnie Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump et membre du Congrès américain. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, ainsi que sur l'engagement de ces deux institutions religieuses en faveur de la paix. Ronnie Jackson a échangé avec des leaders religieux catholiques et protestants sur la crise sécuritaire et humanitaire. La fermeture de banques aggrave des difficultés au quotidien des habitants de la ville de Goma et de Bukavu. À la base de cette situation, la crise sécuritaire qui prévaut dans ces deux provinces, les habitants et les entreprises ont des sérieux problèmes dans leurs transactions financières. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC dans cette guerre d'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 affecte considérablement la vie sociale de la population. Un secteur lié à la mobilité de cette dernière n'est pas en reste. Les banques commerciales qui ont fermé leurs portes suite à la décision du gouvernement congolais de suspendre la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo à Goma. Conséquence, les habitants et les entreprises ont du mal à obtenir de l'argent liquide et effectuer des transactions. J'ai retiré $50, c'est pas grand chose, mais ça va me permettre d'acheter de la nourriture. Mais ça ne sera pas suffisant car j'ai retiré $50, mais ils m'ont fait un taux de 2700 francs congolais pour $1. Alors que le taux est de 3000 francs congolais pour $1 en réalité. Donc il y a 300 francs d'écart. Les cambistes et les commerçants plus touchés également dans cette situation voient leurs activités tourner au ralenti. La précarité prend de l'ascenseur au quotidien. La fluidité des échanges commerciaux demeure perturbée. Les experts financiers craignent des conséquences plus lourdes si les solutions idoines ne sont pas trouvées. Certaines institutions, par exemple les institutions de microfinance, elles seront en faillite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles vont revenir sur terrain, il y aura une masse de retraits, il y aura beaucoup de retraits que de dépôts. Alors que ces institutions doivent équilibrer le nombre de dépôts et de retraits pour fonctionner. Beaucoup de gens vont retirer leur argent, cela créera une bulle spéculative et beaucoup de banques et beaucoup d'institutions vont tomber. Une situation qui contribue aussi à l'instabilité économique générale de la région. Elle est notamment similaire dans la province du Sud Kivu. Et dans le cadre de l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, la première ministre Judith Suminwa en compagnie du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levin Bouta, a sensibilisé la population de la province du Kwilu en vue d'empêcher la progression de l'ennemi. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux séjourne depuis dimanche à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Constant Mutamba a été accueilli en grande pompe par la population et sa famille politique Nojek. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Kimbunga, séjourne depuis ce dimanche 16 mars 2025 dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. À l'entrée de cette ville montagneuse, plusieurs militants de son parti politique Nojek, entendez, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, ont réservé un accueil chaleureux au patron de la justice. Homme du peuple, Constant Mutamba a dû être intercepté, chemin faisant par des militants de sa formation politique qui ont tenu côte à côte à lui souhaiter la bienvenue dans ce coin du pays. Ces gentillés du Congo central ont aussi profité de la présence du numéro 1 de la justice pour leur exprimer leur gratitude pour son implication dans la lutte contre le banditisme urbain qui perd sa ténacité dans cette partie du pays. Notons que c'est une mission officielle que le ministère de la Justice a effectué ce voyage au Congo central.
Célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. La faculté de droit de l'Université de Kinshasa était à l'honneur lors de la conférence organisée par la Commission nationale de la concurrence, CONAC en sigle, devant le professeur assistant étudiant et d'autres invités de marque. 3 intervenants ont exposé les différents thèmes qui ont abouti au jeu de questions-réponses à la grande satisfaction de toute l'assistance édifiée sur le droit des consommateurs dans leur vie quotidienne. Droits des consommateurs, hier et aujourd'hui, les consommateurs face aux abus des opérateurs économiques, la CONAC comme outil de surveillance des marchés et promotion des consommateurs, 3 termes abordés respectivement par le professeur Léon Kiaboba, Didier Pabouni et Liliane Banga. Les 3 intervenants ont convergé à un seul point, celui de sensibiliser tous les consommateurs à bien connaître ses droits et à se défendre contre toute tentative d'abus commis par les opérateurs économiques. Cette journée a été célébrée sous les thèmes « Une transition juste vers un mode de vie durable ». Plusieurs questions restent sous examen, notamment la mise en place d'une loi générale sur la protection des droits des consommateurs. La CONAC, c'est un pilier de surveillance et de promotion de protection des consommateurs. C'est une institution jeune mais dynamique, créée pour garantir un environnement commercial sain et équitable. Le gouvernement de la République était représenté par les conseillers en charge de la concurrence du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Empêcher la question des droits des consommateurs reste parmi les priorités du gouvernement en vue du bien-être de toute la population congolaise. Et au travers la CONAC, en ce jour, nous avons choisi de vulgariser le droit des consommateurs. Et tout ce que nous pouvons retenir, c'est que les consommateurs doivent être protégés et que la protection est une responsabilité d'abord individuelle, ensuite une responsabilité collective. Institué depuis 1983 et célébré les 15 mars de chaque année, les droits de l'information en faveur des consommateurs restent parmi les priorités, d'où l'appel à l'action tant individuelle que collective lancée par la CONAC. Solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre est le thème national choisi pour la célébration de la Journée mondiale du travail social au ministère des Affaires sociales. La ministre Nathalie Aziza Mounana a appelé à la solidarité nationale et à ne pas rester indifférent face à la situation des compatriotes dans l'Est. Depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. Dès sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de corps des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Ensemble avec nos partenaires, nous allons déléguer les assistantes et assistants sociaux dans les couloirs humanitaires en zone de conflits armés pour jouer leur rôle qui est d'accompagner toutes ces personnes et groupes vulnérables et les orienter vers les services compétents pour leur prise en charge.
Dans le reste du continent, le Niger a annoncé hier lundi son retrait officiel de l'Organisation internationale de la francophonie, marquant ainsi un tournant diplomatique majeur pour ce pays dirigé par un régime militaire, membre de l'OIF depuis 1970, soit 10 ans après son indépendance. Le Niger met fin à une relation historique avec cette organisation dans un contexte de tensions croissantes avec les puissances occidentales. C'est un retrait officiel qui intervient après plusieurs mois de tensions depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum en juillet 2023. L'annonce du retrait de Niamey de l'Organisation internationale de la francophonie OIF marque une nouvelle étape décisive dans la politique souverainiste du pouvoir militaire en place. La décision a été formalisée lundi par une lettre du ministère des Affaires étrangères du pays adressée aux ambassadeurs. Le Niger avait été suspendu de l'OIF après la décision du président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire. L'organisation avait exigé à l'époque les retours à l'ordre constitutionnel ainsi que la libération de l'ancien chef de l'État, Bazoum, toujours séquestré dans les palais présidentiels. En réponse à ces pressions internationales, le gouvernement nigérien avait à son tour suspendu sa coopération avec l'OIF, une mesure préfigurant un éloignement grandissant des institutions internationales. Sous la conduite du pouvoir militaire, ce pays a, selon plusieurs sources, engagé une politique étrangère résolument souverainiste. En rupture avec la France, ancienne puissance coloniale, le Niger a mis fin à ses relations diplomatiques et militaires avec l'ancienne métropole, allant jusqu'à demander le départ des soldats français stationnés sur son sol. En octobre 2024, les autorités nigériennes ont procédé au débâtissage de plusieurs rues et monuments de la capitale Niamey portant des noms français. Niger a renforcé ses liens avec les régimes militaires du Burkina Faso et du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel, tout en cherchant à nouer des relations plus étroites avec la Russie et la Turquie. Cette décision témoigne un tournant significatif dans les relations du Niger avec les institutions internationales et les pays occidentaux, alors que le régime actuel poursuit son cheminement vers une politique plus indépendante. En sport, après plus de 20 ans de carrière en journalisme sportif, Arlette Boutella veut diriger la Ligue nationale de football féminin. Hier lundi, Arlette Boutella a déposé sa candidature au poste de président de la LINAF et compte sur l'appui de tous les électeurs pour diriger la Ligue nationale de football féminin. Elle tient à professionnaliser cette ligue et à la rendre compétitive au même titre que la LINAFoot, messieurs. Il est temps de redresser la barre du football féminin en RDC et Arlette Boutella s'assigne cette mission. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la date limite pour le dépôt des candidatures en ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin. Et nous sommes, tickets pour la présidence de la Ligue nationale de football féminin. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, nous congédier, nous, toute notre équipe, pour déposer notre candidature. Journaliste et sportive de renom, Arlette Boutella a déposé sa candidature ce lundi au poste de président de la Ligue nationale de football féminin pour apporter du sang neuf à la LINAF. Nous devons avoir un football féminin reluisant en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, nous, avoir un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Arlette Boutella tient à une Ligue nationale compétitive au même titre que la Ligue nationale de football messieurs. On doit avoir une Ligue nationale de football au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs. C'est-à-dire une compétition régulière, retransmise à la télévision pour plus de visibilité, mais aussi rémunérateur. Pourquoi pas? À la démarche calme et sourire aux lèvres, Arlette Boutella est plus que déterminée à diriger la Ligue nationale de football féminin, mais compte surtout sur l'appui de tous les électeurs. Bonne chance au ticket Arlette Boutella. Place au rappel des titres. Négociation entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. La délégation de Kinshasa est déjà sur place à Luanda en Angola, mais l'AFC M23 a annoncé hier soir son retrait de ses pourparlers suite aux sanctions imposées à ses dirigeants par l'Union européenne. Et sur le plan national, l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre les chefs rebelles est saluée. Elle constitue une étape importante dans la lutte contre le pillage de minerais de sang, dixit le gouvernement congolais.
En marge de la Journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales a invité à la solidarité nationale et surtout à ne pas rester indifférent face à la situation des déplacés dans l'Est. Et en pleine semaine de la francophonie, le Niger a annoncé son retrait officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités du pays font de la souveraineté nationale une des priorités depuis leur accession au pouvoir en juillet 2023. On va prendre la revue presse dans un instant. C'est avec Héritier Tambois que nous allons lire quelques journaux parus ce mardi. Bonjour Héritier. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre cette revue avec ce sujet conflit dans l'Est de la RDC. L'Union européenne sanctionne des officiers rwandais et des cadres du M23. Tout à fait, Bédrine Kenge, c'est d'ailleurs ces titres à retrouver à la une du site d'information Radio Okapi qui renseigne que l'organisation a annoncé lundi l'imposition Bédrine des sanctions contre plusieurs chefs militaires rwandais et des dirigeants du groupe rebelle M23 pour Lorient Le Jour qui écrit de son côté, lui sanctionne des chefs militaires rwandais, rupture de relations diplomatiques Rwanda-Belgique. Ces sanctions prévoient l'interdiction de se rendre dans l'UE ainsi qu'engèle des avoirs dans l'Union pour 9 personnes et vise notamment 3 hauts gradés de l'armée rwandaise. À en croire ce média, la Belgique a été l'aide des pays les plus critiques de Kigali depuis que le mouvement anti-gouvernemental M23 a lancé en décembre une offensive éclair dans l'est de la RDC. L'UE sanctionne des généraux rwandais à l'aube d'une semaine décisive, écrit pour sa part Jeune Afrique qui rapporte que les sanctions visent notamment Roki Karouzissi, commandant des forces spéciales rwandaises déployées en RDC, et Jeanne Nkubito et Pascal Mouizi. Elle cible également, selon le média, Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, pour son rôle dans les trafics illicites des minerais congolais. Et on reste toujours sur le plan national avec ce sujet crise dans l'Est. Pourquoi les pourparlers de paix échouent? Ce n'est pas notre question, mais celle du site Viral Mag. Eh bien, Bédrine, imaginez un instant, une lueur d'espoir s'allume pour mettre fin à des décennies de violence dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais elle s'éteint brutalement à la veille d'un rendez-vous décisif. C'est exactement ce qui s'est passé lundi soir lorsque le groupe M23 a annoncé qu'il ne participerait pas au pourparlers des P1, rapporte Viral Mag qui estime que c'est un conflit qui défie les solutions. À ces mêmes sujets, Bédrine Média Congo écrit pour sa part l'AFC M23 boycotte les négociations de paix de Luanda. Le rédacteur de cet article de presse note que dans un communiqué publié lundi dans la soirée, les mouvements rebelles dénoncent les sanctions imposées par l'Union européenne à plusieurs de ses dirigeants, estimant qu'elles rendent impossibles les négociations. En international, les astronautes américains bloqués à bord de la station spatiale internationale depuis 9 mois en route pour la Terre. Eh bien, c'est l'un des sujets à la une de la presse internationale, Bédrine. En effet, le Dauphiné libéré, écrit, bloqué depuis 9 mois. Les 2 astronautes ont quitté l'ISS en route vers la Terre. Selon ce média, une mission habitée de la NASA s'est mise en route vendredi vers la station spatiale internationale ISS pour remettre le retour de 2 astronautes. Le média Le Parisien souligne de son côté que leur séjour a duré 9 mois, Bédrine, au lieu de 8 jours à cause de problèmes avec le vaisseau qui devait les ramener. Malgré leurs plus de 280 jours consécutifs dans l'espace, les 2 Américains, Bédrine, sont encore loin de battre un record. Dans les années 1990, le cosmonaute russe avait passé, selon ce média, plus de 400 jours à bord de la station spatiale.
mondiale, Mir. Plus récemment, l'astronaute américain Frank Rubio avait resté 371 jours dans l'ISS, également en raison d'un problème sur son vaisseau. Voilà, qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Héritier pour cette sélection. Je vous en prie. Et à vous tous, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. À demain. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.